Salut les amis, c'est Giro de Cap-Auvergne, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en 2026. La Marine nationale fête ses 400 ans. Elle joue un rôle essentiel dans la protection du territoire français et de ses intérêts maritimes. Au fil des siècles, elle a évolué pour s'adapter aux nouvelles technologies et aux enjeux du monde moderne. Cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux marins qui ont servi la France tout en mettant en lumière les missions actuelles et futures de la Marine nationale. Pour marquer cet anniversaire, la place de Jaude accueille aujourd'hui, les amis, un événement exceptionnel permettant au public de découvrir les missions, les métiers et le savoir-faire de la Marine nationale. Entre exposition, échange avec les marins et les animations, cette journée offre l'occasion de mieux comprendre le rôle essentiel joué par la Marine dans la défense et le rayonnement de la France depuis 400 ans. Je suis devant le CIRFA, la marinerecrute.fr, et je suis avec le maître principal Benoît. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le CIRFA? Et oui. Deuxième question, je suis jeune en 2026, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais comme métier dans la Marine nationale, comment je m'y prends? Très bien. Bonjour à tous. Je suis le maître principal Benoît, je suis le responsable de recrutement pour la Marine nationale sur la région Auvergne, donc les 4 départements de notre région Auvergne. Nous sommes situés donc au CIRFA à Clermont-Ferrand. Le CIRFA, c'est le centre d'information et de recrutement des forces armées. Le bâtiment de l'armée dans lequel on va retrouver les 3 armées, l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace et la Marine nationale, pour assurer les besoins de notre armée, donc sur tous les spectres du recrutement. Un stage de découverte de la Marine nationale que l'on peut faire ici en Auvergne tout en continuant ses études. Le but, il est bien là, c'est de pouvoir continuer ses études et découvrir ce monde militaire sur Clermont-Ferrand, dans un des centres, ou à QC ou à Montluçon. On dispose de 3 centres sur la région Auvergne. La seule condition, c'est la condition d'âge, comme tu l'as dit. Le déroulé, donc ça commence fin septembre et ça finit fin mai, début juin. Et ça se passe le samedi. Le samedi en journée entière. Donc à Clermont, ça c'est sur le régiment du 92e dans le centre-ville. Bien sûr. En alternance, entre 2 à 3 samedis par mois. Ce qui représente à peu près 12 samedis dans l'année. Ces samedis, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, on leur distribue un uniforme. On leur apprend à marcher au pas. On leur apprend à manipuler des armes factices. Tout ça pour derrière participer à des cérémonies de commémoration, comme le 11 novembre sur Clermont-Ferrand, où ils sont systématiques. Ou aujourd'hui, exactement, sur la place de Jaude. À l'issue, ils vont faire du tir sur simulateur. Ils vont également préparer le permis côtier, donc qui se fait en 2 temps. Il y a 2 phases. Il y a une partie théorique avec le code maritime. Bien sûr. Et pour ceux qui auront réussi le code, ils pourront poursuivre avec la partie pratique un petit peu plus tard dans la formation. Je reviendrai dessus. Ils vont également découvrir ce que c'est que l'armée française, qu'est-ce que c'est que la Marine nationale, qu'est-ce qu'on peut y faire, quels sont les métiers. L'institution. Toute l'institution, du plus haut sommet de l'État, juste aux différentes spécificités. Voilà. Donc ça, c'est étalé sur tous les samedis de l'année scolaire. Donc 12 samedis à peu près entre septembre et mai. En plus de ces samedis, ils vont partir donc un week-end. Donc pour la PMM de Clermont-Ferrand, ils partent début octobre, du vendredi au dimanche à Bourg-Lastic, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand, sur le camp militaire. Tout à fait. Faire un petit week-end cohésion où ils vont apprendre à se découvrir entre les stagiaires et les encadrants. Voilà. Donc c'est un petit peu un week-end à la scout, où ils vont faire plein d'activités ludiques, des jeux de rôle, du tir à l'arc, du paintball. Et par la suite, pendant les vacances de février ou les vacances d'avril, ça dépend des années, ils partiront visiter la base navale de Toulon pendant 5 jours, 4-5 jours. Où là, ils vont aller voir des bateaux, ils vont même dormir sur un bateau, visite de sous-marins, visite de l'aéronaval, ils vont aller faire du tir et ils vont passer la partie pratique du permis côtier pour ceux qui ont réussi le code. Et le dernier samedi de l'année, vers fin mai, une petite cérémonie, une petite commémoration où on leur remet un diplôme, le macaron de la PMM, comme ce qu'on a pu faire ce matin. Et puis après, chacun retrouve donc ses occupations scolaires ou peut-être un projet professionnel dans l'armée à l'issue. Un dispositif accessible à partir de 16 ans, important à la rentrée scolaire, donc 1er septembre pour l'école des Mousses, jusqu'à 18 ans. Bretagne? Qui lui se passe en Bretagne. L'Estrance? Qui lui se passe alors sur le centre d'instruction navale de Brest, donc une des grosses écoles de la marine, dans lequel on retrouve plusieurs dispositifs.
dont l'école des Mestrans, l'école des matelots, l'école des mousses et le lycée naval. Donc il y a plusieurs écoles dans le même centre d'instruction. Donc là, on est dans un dispositif qui est complètement différent, où on sort du cadre scolaire pour intégrer cette formation-là, qui se déroule sur une année scolaire, donc de début septembre jusqu'à début juin, qui est à la fois une formation académique, que militaire et maritime. Donc la partie académique assurée par des professeurs d'éducation nationale, maths, français, histoire, géo, et la formation militaire et maritime par des marins, instructeurs. En parallèle. En parallèle. Ok. Grosso modo, c'est des rythmes de demi-journée, voilà, où on alterne. Ils sont en régime d'internat, donc ils sont logés sur place, avec un programme à la semaine, de l'étude le soir, des activités pour les occuper constamment. Bien sûr. Ils ont également à disposition un voilier, donc où ils peuvent partir à la journée apprendre le métier de marin sur un vrai voilier de la Marine nationale. Donc un plus dans la formation. Tirer les cordes, tirer les voiles, tout ça. Exactement, ouais. Donc découvrir tout ce vocabulaire-là, où chez nous on appelle ça des bouts, des haussières, tribord, bâbord, voilà. Par battage. Exactement. D'accord. Tout ça, ça fait partie de la formation École des mousses. Bien. Et à la fin, pareil, ils reçoivent un certificat si donc ils terminent cette formation. Et ils ont la possibilité de s'engager dans la marine en devenant militaire, parce qu'ils ne le sont pas à l'école des mousses, ils ont un statut d'élève militaire. Mais ils peuvent s'engager pour ceux qui le souhaitent, avec un contrat de matelot, voilà, et dans le métier de leur choix. Ok. Au niveau local, ici dans le Puy-de-Dôme, est-ce que la population, le recrutement est plutôt à la hausse ou à la baisse, ou pareil, comment ça se comporte les effectifs en recrutement au Puy-de-Dôme? On est sur une tendance qui est à la hausse. Alors plusieurs facteurs, peut-être l'actualité, qui à la fois peut inquiéter mais aussi questionner. Donc on a un peu plus de visites dans nos bureaux, sur les stands comme aujourd'hui. Donc cette curiosité où on veut apprendre à découvrir ce que c'est que l'armée, ce que c'est que la marine. Donc déjà les dispositifs préparation militaire marine et école des mousses qui peuvent être un premier acte d'engagement et derrière une continuité. Et puis aussi cette envie de donner pour son pays via l'armée, pour peut-être apprendre et avoir une première expérience professionnelle. Bien sûr. Ça peut être aussi un argument chez certains pour commencer une activité plus tard, sur dire il me manque des qualifications, il me manque une expérience professionnelle dans un métier. L'armée peut me l'apporter, un temps court, un temps moyen ou un temps long, ça c'est très variable. Donc c'est peut-être tous ces facteurs, beaucoup de communication aussi qui augmentent. Par différents médias. On a vu diverses campagnes, effectivement. Tout à fait, beaucoup de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, par des panneaux d'affichage. Donc tout ça, je pense, contribue aussi à un petit peu ce regain et d'intérêt pour les armes. Donc un petit peu derrière de recrutement. Est-ce que la population, globalement, ici, au niveau local, est-ce que la population se féminise dans le recrutement? Oui, absolument. D'année en année, on est dans la Marine nationale une des plus petites armées, après l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace. Mais on a quand même un taux de féminisation qui est entre 15 et 20%. Et d'année en année, ça monte. Les femmes viennent de plus en plus nous poser des questions, se renseigner pour éventuellement, après des études, découvrir un métier ou faire un métier dans la Marine nationale. Et puis maintenant, tous nos métiers, toutes nos composantes, comme on appelle chez nous dans la marine, donc composantes de bâtiments de surface, de sous-marins, composantes aériennes, avec l'hélicoptère de la 36F, et fusiliers marins commando marine, sont ouverts à la fois aux hommes et aux femmes. D'accord, c'est une bonne chose. Exactement. Dernière question, la Marine nationale, dans 20 ans, tu la vois comment? Je la vois, je pense, en changement. Elle a déjà commencé, ce changement avec la modernisation de ces systèmes, les besoins accrus en personnel, en matériel. Donc on a démarré cette transformation, elle va continuer. Dans 20 ans, on verra, je l'espère, le nouveau porte-avions NG qui sera là. Et oui. Donc on sera vraiment dans cette continuité de transformation. On l'a démarré, elle va se poursuivre. Donc une marine un peu 2.0, comme on peut l'appeler, qui est lancée et qui se continuera même dans 20 ans. Merci, maître principal. De rien.
Les amis, maintenant je suis avec le second maître Pierre. Le second maître, explique-nous ton stand s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est vraiment, je vois des costumes partout. C'est vraiment magnifique, c'est bien de l'archive, j'ai envie de dire. Alors oui complètement, histoire vivante pour être tout à fait précis. Donc je suis militaire du coup dans la réserve de la Marine nationale et donc membre d'une association de reconstitution historique. Donc voilà, aujourd'hui j'ai les deux casquettes, d'où ma tenue qui est d'actualité. Et donc sur ce stand on montre des éléments de la Marine nationale. Alors on a particulièrement mis à l'honneur les fusiliers marins et commandos marines, donc de la Première Guerre mondiale à de nos jours. On a un mannequin moderne. On a également 2-3 petits éléments, donc comme des navires qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, la création d'aumôneries militaires, parce que c'est une invention de la Marine nationale. Donc voilà, ici on parle histoire, uniforme, petits objets et également parcours de vie. Donc on présente également des parcours de personnes ayant vraiment existé. D'accord. Eh bien, écoute, justement, on parle d'histoire et puis Cap Auvergne, c'est la chaîne dédiée à l'histoire aussi. Eh bien, est-ce que tu peux nous expliquer en Marine nationale comment ça fonctionne, s'il te plaît, sur la Marine nationale, tous ces éléments de décor? Donc ici, techniquement même derrière, on a la création de l'aumônerie militaire donc en 1852. Donc à savoir que l'aumônerie militaire, donc vous savez, c'est les prêtres qui officient en fait pour l'armée. C'est la Marine nationale qui, la première, a défini l'aumônerie militaire. Donc 1852, l'armée de terre ne le fera que 2 ans plus tard. Alors pourquoi? C'est simplement parce que sur les bateaux, on peut pas trop appeler les curés du village. Donc la Marine nationale avait déjà compris l'intérêt d'avoir des gens embarqués pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors ça sert ne serait-ce que pour la vie de la foi à l'époque, parce qu'à l'époque, la religion et l'État sont pas encore séparés. Hein. Donc les gens pratiquent encore la religion même dans l'armée, et ça servait aussi à faire les derniers sacrements pour les malades, les blessés, etc. On fait un petit bond dans le temps, donc là par contre on se focalise. L'histoire du pompon rouge. Ah, l'histoire du pompon Je rouge. pense que tout le monde se demande ce qu'est le pompon rouge. Il y a une histoire sur le pompon rouge, j'imagine. Alors, il y a une histoire qu'on aime bien transmettre mais qui n'est pas la vraie, et il y a une raison historique. Il y a une légende qui raconte que c'était à la cour de l'impératrice Eugénie qu'un marin serait venu, se serait blessé le sommet du crâne et l'impératrice aurait posé un mouchoir qui se serait gorgé de son sang et ça aurait donné le symbole du pompon rouge. Ça c'est pour draguer les filles. La vraie raison c'est parce que lorsque le bachy est apparu, on appelle ça un bachy, le verre à pompon, c'était des fabrications artisanales faites par les marins bretons pour se protéger le crâne et les oreilles. Et en fait, lorsqu'ils utilisaient les draps, les brins de laine et que ça se réunissait en haut, ça faisait donc tous les bouts de brins en haut et ça faisait un pompon. D'accord. Et lorsque le bachy est devenu réglementaire, c'est-à-dire que tous les marins l'ont eu donné par l'armée, on a gardé le pompon en symbole parce que c'était devenu l'icône des marins. D'accord, trop bien. Ok. Tout simplement. Et donc là, silhouette d'un fusilier marin à la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc on est sur une tenue qui est épaisse en laine, toujours les brelages en cuir, la ceinture avec la grosse boucle en bronze, et donc la médaille de la Première Guerre mondiale pour ce quartier maître, et la fourragère de la Légion d'honneur, donc que les fusiliers marins ont gagné pour leurs actes héroïques pendant la Première Guerre mondiale, notamment pour avoir repoussé les Allemands à Dixmude au début de la guerre. Bien sûr. La marinière, est-ce qu'on dit une marinière? Alors, marinière, c'est... Dans le langage civil, c'est marinière. Oui, mais c'est un abus de langage. En fait, marinière, c'est déposé par une célèbre marque de couture que je dirai pas en vidéo. Et du coup, l'appellation officielle militaire, c'est un tricot rayé. Donc c'est du coton. Et donc à savoir qu'il y a un nombre de rayures à respecter. Vous voyez là, par exemple, il y a une cravate. Ça c'est une cravate, un plate. C'est pas un nœud de cravate comme on l'entend, c'est un nœud de cravate simple. Là où les bureaucrates mettent des nœuds de cravate doubles. Ici, le nombre de rayures, en fait, alors traditionnellement, ce serait pour le nombre de victoires de la marine impériale et après pour Trafalgar, du coup, on obstrue la 7e. D'accord. Là encore, c'est juste qu'en fait, au début des années 1900, ça se faisait pas, et lorsqu'on a uniformisé ça, on a mis un compte juste pour que tout le monde soit pareil. Donc là encore, il y a la légende et il y a la raison pratique derrière. D'accord. Mais on aime bien faire des légendes. D'accord. Les amis, il faut vraiment tout retenir, il y aura un terreau à la fin. Ah bien sûr, sinon interdiction de signe en plus. Donc le fusil Lebel qui était l'arme principale de l'armée française en 14-18, donc forcément la marine nationale ne faisait pas exception lorsqu'ils étaient à terre, et on retrouve encore cette arme entre les mains des fusiliers marins pendant la campagne de France au début de la Seconde Guerre mondiale, donc en 39-40. Et évidemment, donc toujours sur la partie 14, les marins percevaient la célèbre capote bleu horizon du poilu. À partir du moment où les marins étaient employés à terre, ils avaient la capote bleu horizon. Donc là, on est sur une vraie capote ou c'est une reproduction? C'est une reproduction. Alors une vraie coûte 1500 €. Je t'aime beaucoup, oui, d'accord. J'ai pas les moyens. Ça coûte très cher. Et puis là, les exemplaires maintenant, on les met sur mannequin, on s'amuse pas trop à les sortir, quoi. Ouais, bien sûr. Et à savoir que dans ce manteau, on appelle ça une capote. Manteau, c'est pour les officiers et la cavalerie. Une capote, c'est pour l'infanterie. En fait, la capote, c'est qu'elle a une coupe qui fait qu'on peut la remonter pour pas se prendre les pieds dedans. Enfin bref. D'accord. Et donc c'est resté réglementaire dans la marine jusqu'en 1933, cette capote bleu horizon, notamment pour les fusiliers marins. Et après on est passé sur un manteau plus moderne, avec la couleur bleu marine comme le reste de la tenue. D'accord. Forcément, c'est les 400 ans de la marine à Clermont-Ferrand, on a voulu mettre à l'honneur des gens du coin. Ces 3 planches-là, ce sont des marins qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette planche-là, un marin qui a servi pendant la guerre d'Algérie. En l'occurrence, donc là on a 4 parcours très différents.
Ici, donc Pierre Barjot, lui, il était au régiment blindé de fusiliers marins, donc division blindée Leclerc. Donc là, si en ce moment vous allez au cinéma voir le film sur De Gaulle, on en parle. Oui. Donc en fait, c'était un régiment de fusiliers marins qui s'est formé en 42 à la libération de l'Afrique du Nord. Et les fusiliers marins sont devenus opérateurs de chars. Donc division de chars et intégrée à division Leclerc. Ici, on a Jean le Malade, un de mes ancêtres, mon arrière-grand-oncle pour être précis. Il était menuisier de métier et après il est devenu charpentier dans la Marine nationale. D'ailleurs, c'est une maquette qu'il avait lui-même réalisée, donc à bord du Vautour. Et lorsqu'il a été démobilisé en 40, il a rejoint la Résistance en Auvergne. Donc il est décoré de la Résistance, il a fini la Seconde Guerre mondiale avec la Résistance. Maquette, hein. Ouais, il bossait bien, tonton. Hein. Vraiment très très beau. Il bossait bien, tonton. Hein. Bon, attendez, j'en fais un petit peu profiter. Voilà. Vraiment très très beau. Donc ça, c'est une maquette. En vrai, ça mesure combien en fait en vrai Le vrai Vautour. Le vrai Vautour. Ouf, j'ai pas les dimensions en tête de cette classe-là, parce que c'est la classe Aigle, c'est les croiseurs de classe Aigle, on doit être sur une cinquantaine de mètres. Okay. C'est pas des très très gros navires. Ok. C'est fait pour l'escorte ce genre de navire, c'est des contre-torpilleurs. Et le Vautour, il a été coulé ou il a été démobilisé en 40, réutilisé par Vichy et coulé. En parlant de fuse, René Navreau, donc là encore, là c'est gros morceau. On est sur un commando Kiefer qui a fait les maquis d'Auvergne, donc qui était dans la Résistance. Parce qu'en fait, avant le débarquement en Normandie, ils ont préparé des opérations, et lui, il s'est retrouvé par la force des choses dans la Résistance. Il a été chef dans une compagnie de la Résistance, a fait la libération de l'Auvergne, et après a rejoint les commandos pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, René Navreau, cherchez son histoire, monsieur exceptionnel, il a un parcours colossal, là il me faudrait 10 minutes rien pour parler de lui. D'accord. Et enfin, mon grand-père, Paul Meige, donc qui était tourneur-fraiseur à la base de métier, vous savez, donc comme les menuisiers mais avec le métal. Et il est devenu mécanicien dans la Marine nationale, donc il a fait 2 ans, il a fait son service en longue durée, service militaire longue durée, de 56 à 58. Donc décoré de la Croix du Combattant, il avait également fait les opérations de maintien de l'ordre en 1957 au Moyen-Orient. Bon voilà, après là c'est surtout parce que c'est mon papy et puis ça reste en Auvergnat quoi. Bien ça sûr. me permettait aussi de parler. C'était sa boussole ou c'était à lui? Oui. C'était sa boussole, donc en laiton, typique de l'époque, parce que là laiton, alliage de bronze, ça reste des... L'allège de cuivre, ça reste des matériaux assez précieux. On est loin de la montre Garmin là. Ah oui, non. Bon, Garmin, ça coûte un peu C'était la cher montre aussi. Garmin de l'époque. Et sa gourmette, donc qui en fait servait de plaque d'identité pour les soldats, parce que on imagine souvent la plaque d'identité autour du cou, parce que les Américains faisaient comme ça, les Français c'était au poignet gauche. Et à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on continue à le faire, là la preuve c'est les années 50, mais depuis les années 70, on est définitivement passé autour du cou. Ok. Et donc en fait, pour ceux qui se demandent, 2 parties, on casse, on laisse la moitié sur le cadavre pour l'identification, et l'autre moitié, on l'envoie à l'administration pour prévenir la famille. Et ça, c'est toujours d'actualité, ce que tu viens de dire? Oui. Ok. Maintenant, alors on les porte qu'en OPEX, on les porte pas en métropole, mais on a un collier qui fait une grande plaque rectangulaire, pareil, percé au milieu, et la moitié sur nous, la moitié pour la famille. Pour les tenues en tout cas, ici, nous avons la silhouette d'un commando Kiefer, donc ce qui deviendra de nos jours les commandos marines au moment du débarquement en Normandie. Et là, on a la même tenue 80 ans plus tard. Donc là, on est sur un opérateur des commandos marines des années 2020, fin des années 2010, début années 2020 à peu près. Donc là, on est vraiment sur la tenue typique du débarquement en Normandie, en l'occurrence avec un tireur d'élite qui du coup va utiliser un fusil britannique Lee-Enfield, en l'occurrence numéro 4T, alors c'est pour le modèle, pour faire plaisir aux fans de Flingos dans tes abonnés. Donc bon, évidemment, tenue d'époque, donc là, on est sur une tenue en drap de laine. Le béret était porté même au combat parce que les Allemands savaient déjà ce qu'était un commando, donc en fait montrer le béret, s'il y avait déjà un petit côté intimidation et aussi un côté fierté, parce que bon, c'était pas facile d'avoir le béret. Et une signification au niveau de la broche? Alors la broche, effectivement, elle avait été designée par Maurice Chauvet, qui était un membre du commando. Avant ça, ils avaient ce qu'on appelait le beaupré, qui était un insigne avec la croix de Lorraine, qui était pour les marins français libres. Et Maurice Chauvet a designé l'insigne des commandos, début 44, donc avant le débarquement en Normandie. Donc on y retrouve le bateau pour parler de la Marine nationale. D'accord. La croix de Lorraine, bien sûr, puisque la France libre. Et enfin la dague, qui est un élément typique des commandos. Puisqu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'on appelait les unités commando, les unités spéciales, utilisaient ce genre de dague pour les actions d'infiltration. Je vais pas vous faire une démonstration de comment ça s'utilise, je vous laisserai chercher sur internet. Dague ou poignard, mais la vraie appellation c'est dague. En l'occurrence c'est une Fairbairn Sykes, et en fait, donc là c'est une fabrication Wilkinson comme les rasoirs, alors c'est pas là où j'en fais de la pub, c'est qu'à l'époque c'est eux qui les faisaient. D'accord. Et donc là c'est un vrai exemplaire britannique de 1942. Ok. C'est en dotation chez les commandos, sauf chez les Français où nous on devait les acheter parce qu'on était des volontaires étrangers. Donc beaucoup de commandos l'achetaient. Et donc du coup, puisque c'était un des insignes, un des points spécifiques des commandos, ils l'ont ajouté sur l'insigne. Et contrairement à nos jours, où maintenant vous avez écrit commando marine, à l'époque c'était pas le cas. À l'époque, 1er bataillon de fusiliers marins commando. En matériel anglais. On retrouve quand même le title France pour dire que c'est un volontaire étranger, et numéro 4 commando. Alors après, pour les aficionados d'histoire,
Avant le débarquement, ils étaient rattachés au numéro 10 commando, où c'était tous les volontaires étrangers, les Français, les Polonais, les Belges, les Tchécoslovaques, etc. Et ensuite, les Français, eux, ont été rattachés au numéro 4 pour le déploiement en Normandie. D'accord. C'est bon, on arrive en France, les Français c'était un peu la tête de proue parce que les gars connaissaient le terrain, etc. D'accord. Donc là, on est en l'occurrence sur un opérateur du commando Hubert, donc c'est un commando marine. Les commandos marines sont divisés en 7 unités. De Pin-Fintegnaud, Jobert, Hubert, Trépel, Montfort, Kiefer et Pontchardier. Ce sont les noms de fusiliers marins ou commandos qui ont marqué l'histoire. Donc en l'occurrence, Augustin Hubert est un des commandos Kiefer morts le jour J pendant le débarquement en Normandie. Donc ce commando, c'est des nageurs de combat. Elles sont très expérimentés, infiltration sous-marine, etc. Et ils font également ce qu'on appelle du CTLO, contre-terrorisme et libération d'otages. Là, on est typiquement dans ce genre de mannequin. Donc c'est le gilet pare-balles, on appelle ça une SMB dans l'armée française, donc qui est le modèle typique pour cette unité-là. Et le treillis avec l'ancien camouflage des forces spéciales, on le retrouve encore un peu de nos jours, qui s'appelle le MFO. Donc en fait, là, ça, le cache-cou, c'est du multicam. C'est les Américains qui ont créé ça. D'accord. Et les Français, on avait copié un peu le truc, donc vous voyez, hein, c'est ce qu'on a là sur le pantalon, la chemise et la veste. Donc c'était la copie française, on va dire, du multicam. Le MFO n'est pas trop resté, et là de nos jours, on est passé au VME, qui est celui qui est utilisé par l'armée régulière Là, ce sont des vêtements qui sont aquatiques? Non, du tout. C'est juste là, on est plutôt sur une action terrestre. En aquatique, ils vont porter ce qu'on appelle une Typhoon, qui est en gros une combinaison étanche. Et ils vont avoir exactement le même gilet, mais en gris. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gris est très efficace comme camouflage lorsque vous êtes sur la ligne d'horizon maritime. D'accord. À savoir que ces unités-là également, alors c'est en train un peu de se perdre, mais pour les actions en contre-terrorisme, ils ont les mêmes combinaisons, vous savez, pour le terrestre. Hein, ils utilisent les mêmes combinaisons que le Red ou GIGN. D'accord, oui. Point commun. Donc c'est un des points communs, c'est un des rares points communs. Donc bon, là on est sur un chef d'équipe, donc la petite case pour mettre la tablette, l'antenne longue portée, et on retrouve le fusil d'assaut. En l'occurrence, c'est un SIG 552. Alors, c'est pas standard dans l'armée française, hein. C'est vraiment typique de tout ce qui est plongeur du génie, fusilier marin, commando marine, nageur de combat. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette arme a de très bonnes propriétés lorsqu'elle sort de l'immersion. Alors, tirer sous l'eau, rêvez pas, hein. Au bout de 5 mètres, l'eau arrête la balle. Bien sûr. Mais sortir une arme de l'eau, elle est complètement trempée de flotte et vous pouvez quand même tirer avec. C'est pas toutes les armes qui peuvent le faire. Et le SIG a de très bonnes propriétés, donc on en a encore beaucoup dans l'armée française. L'opérateur avec ce genre d'uniforme, enfin, genre de tenue adaptée, ça gêne pour les mouvements, il y a de l'amplitude ou pas? Non, honnêtement, c'est super confortable. Et même pour faire un parcours ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus confortable d'avoir ça que des tenues un peu plus anciennes. Parce que là, il faut se dire, alors on l'a pas emmené sur l'expo, là, le gars a son brelage, mais il avait un énorme sac à dos, on appelle Bergen, où il y avait 20-25 kg de matos derrière. Là, les gars ont des musettes, mais souvent en arrivant en opération, ils vont poser la musette avant de partir au carton et reprendront la musette que sur le retour. Là, vraiment, avec le gilet, le ceinturon, c'est hyper confortable, quoi. Franchement. C'est beaucoup plus confortable. Après, ça fait quand même du poids, hein. Plaque balistique, le casque il est aussi balistique, là le gars a un peu de poids, mais c'est bien réparti. Et chaussures adaptées, chaussures de sécurité, c'est... Alors non du tout, c'est des chaussures d'achat perso. Ça c'est un truc. Les forces spéciales, c'est un peu des rockstars, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, alors ils utilisent une marque de trekking que je ne citerai pas pour pas leur faire de la pub. Sinon, ils ont des modèles spécifiques en dotation. Mais très souvent, les opérateurs font beaucoup d'achats perso, donc on peut retrouver des chaussures d'achat civil. Même pour les treillis, hein. Il y a des groupes où les mecs s'accordent à dire on prend pas du MFO, on prend tous du multicam de telle marque. Et tous les mecs font ça. L'Alouette, donc qui est une Jeep, alors Jeep Willys, mais en l'occurrence la fabrication Ford de 1942. Alors elle a été reconstituée aux couleurs de l'Alouette, qui a appartenu à un officier du RBFM, donc régiment blindé de fusiliers marins dont on a parlé rapido tout à l'heure, qui était rattaché à la division de Leclerc. Donc c'est les marins qui ont libéré Paris, Strasbourg et le Nid d'Aigle pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors elle appartient à mon collègue Nico, et alors il faut savoir qu'il y a une histoire intéressante, parce que mon collègue Nicolas, là il est civil donc je peux le dire, il s'appelle Barno, et en fait quand il cherchait un nom de Jeep à mettre sur la sienne, il est tombé sur un gars du régiment qui portait le même nom de famille que lui. Mon collègue avait trouvé des Alouettes dans son bled, là elle s'appelait l'Alouette. Le fils du propriétaire s'appelait Nicolas, lui s'appelle Nicolas, on a dit c'est trop gros, faut que tu fasses. Donc il a fait l'Alouette. Donc là en l'occurrence on est second peloton du 3e escadron de chasseurs de chars. En l'occurrence c'est le peloton où était employé Jean Gabin. Vous savez, Jean Gabin, l'acteur, en fait il était également employé, il était chef de char sur un tank destroyer qui s'appelait le Souffleur 2 et il était dans le même peloton que l'Alouette. Et donc là en l'occurrence ça c'était le véhicule de fonction du chef de peloton. Qui était donc un capitaine, un 3 gallons, un officier à 3 gallons. Alors, c'est un fusil mitrailleur Browning en calibre 30-06. Donc c'est pas la fameuse 12-7 en calibre 50 qu'on connaît. La 12-7 en fait c'est la même arme mais un calibre au-dessus. Celle-ci est en calibre américain 30-06. En OTAN c'est 7,62 mm. Et ça va jusqu'à combien en termes de projection, le tir?
Comment? Ça va loin en termes de tir? Oui, ça va loin. Hein. Le 30-06 a des bonnes propriétés entre 1200 et 1500 mètres. Ah oui. Après, avec les organes de visée d'origine, si le mec fait mouche à 300, il est déjà bon. Hein. C'est très bon. Après, entre ce que peut faire la munition et ce que peut faire le tireur, c'est deux choses très différentes. Pour ça, après, qu'on va mettre par exemple des lunettes, etc. Bon, là, en l'occurrence, c'est une réplique hein, pour des raisons de sécurité évidentes. Et à savoir que cet affût là que vous voyez là, c'est un affût M36 et il permet à la fois de monter la version en 7,62 et aussi la version en calibre 50. La mitrailleuse plus grosse, le modèle au-dessus. Après, on va pas au-delà hein, parce que la Jeep, là, elle bougerait trop. Déjà, calibre 50, je pense que ça devait secouer fort. D'accord, merci beaucoup. Les amis, je suis ici exactement dans le stand des moyens spéciaux. Eh bien, je suis en compagnie d'un militaire, Franck. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ces moyens spéciaux? D'accord, les moyens spéciaux, c'est une escouade du commando Pontcharlier qui est en charge de la maintenance et de la logistique sur les matériels radio. C'est une de leurs particularités. Matériel radio, matériel satellitaire. Ensuite, vous avez l'armerie avec un atelier d'armes spéciales qui va lui faire des réparations, est capable de réparer certaines armes à niveau NTI1, NTI2 et faire aussi du rétrofit sur de l'armement. Canon. NTI1, NTI2, c'est le terme préabonné, c'est quoi? Ouais, ce sont des niveaux d'intervention. Donc on va avoir l'NTI1 qui est une intervention simple et après NTI2 qui est un petit peu plus poussé et ensuite vous avez le NTI3 qui est généralement l'industriel et tout ça. Donc nous on se situe quand même en dessous et on a du personnel formé pour ça qui va entretenir. Ensuite on a un atelier fer, effectivement. L'atelier fer lui va nous permettre de faire des réparations sur les véhicules, sur les embarcations. Il travaille l'aluminium, l'inox. L'acier aussi, et ce sont des soudeurs, tourneurs, fraiseurs, voilà, c'est vraiment de la chaudronnerie. Et en plus, ils nous aident beaucoup sur l'innovation. Voilà. Pontcharlier, ça se trouve où exactement? Pontcharlier, c'est un des 6 commandos présents à Lorient. Voilà. Lorient, c'est en Bretagne. En Bretagne. Il existe un carnet, un vieux journal de marche, jauni par les années. Dedans, quelques notes, des croquis et un nom qui revient. Pontcharlier. Nous au cap, 2, 3, 5. On se prépare, on se calme, on s'approche. On amène les gars là où ça chauffe, là où chaque minute compte. Ensuite, d'autres entrent en action. Nous, c'est la mobilité et l'appui opérationnel. On infiltre, on appuie, on veille. Contact avant, en ligne. Et quand c'est fini, on ramène tout le monde à la maison. Sans laisser de traces. C'est tout? Peut-être, mais c'est indispensable.
Ponchardier, c'est un tempérament, un état d'esprit. Savoir se débrouiller en toutes circonstances. Faire des choses sérieuses, sans jamais se prendre au sérieux. Ce carnet, c'était à lui, à l'amiral Ponchardier, le Ponche. Tour à tour marin, sous-marinier, pilote d'avion, résistant, commando et chef de guerre. Un homme au goût certain pour la surprise et les plaisanteries bien senties. Alors on a gardé l'esprit. Intrépide, rusé, innovateur et humain. Ponchardier, c'est se lever avant les autres. Partir pour les autres. Revenir avec les autres. À la vie, à la mort. Eh bien les amis, maintenant je suis avec le pilote de ce magnifique hélicoptère qu'on voit derrière nous. Bonjour commandant, bon commandant. Bonjour commandant. Il n'y a pas de monde dans la marine. Ok, merci à toi. Depuis que la marine a perdu la bataille de Trafalgar, Napoléon nous a punis. Et donc on n'a plus le droit au mot, qui veut dire monsieur. Voilà, faut le savoir. Faut le savoir. Commandant, cet hélicoptère, c'est quoi? Alors, c'est un hélicoptère Panthère de la flottille 36F, un hélicoptère de lutte anti-navire, conçu en tout cas comme un hélicoptère de lutte anti-navire à ses origines, et toujours employé comme tel, mais avec un panel de missions qui s'est vachement élargi, et on fait en plus de ça, donc en plus de la lutte anti-navire, des missions de lutte contre les trafics illicites divers et variés, narcotrafic notamment aux Antilles, la lutte contre l'immigration, de la lutte contre la piraterie, même si c'est un peu moins répandu maintenant, mais il y a des époques 2010 la lutte anti-piraterie. On travaille beaucoup aussi avec les commandos marines, on fait du contre-terrorisme maritime, et puis on a le socle des missions de l'aéronautique navale, c'est le secours en mer, et puis le transport logistique qu'on fait également, on travaille en force navale constituée. Donc mission extrêmement variée. Voilà, c'est ça. Et la lutte anti-navire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est décoller d'une frégate pour aller éclairer toute la zone que le bateau ne peut pas voir avec ses senseurs qui ne voient pas assez loin, donc l'hélico part au large de la frégate pour relocaliser éventuellement des bateaux ennemis et être en mesure de pouvoir faire de la désignation d'objectifs pour que le bâtiment puisse tirer ses missiles sur le méchant. Voilà. D'accord. Cet hélicoptère, on parle d'équipage? On peut parler d'équipage. 3 personnes à bord en temps normal, un commandant d'aéronef, un copilote et un opérateur en tranche arrière qui est multipasse, qui est à la fois chef cargo, truguiste, opérateur tactique et tireur appui chauffé. D'accord. Voilà, c'est un équipage de ce type-là qui a notamment descendu un drone en mer Rouge, un drone outil en mer Rouge il y a 3 ans. D'accord. Et grâce à l'arme de sabord qu'on a sur l'hélico. D'accord. Cet hélicoptère, j'imagine, donc c'est une force à relever tout seul. Est-ce qu'il y a des risques particuliers avec cet hélico? Des risques qui sont liés à l'aéronautique, à l'exploitation d'un aéronef, hein, ça reste une machine qui est complexe et pour laquelle il faut évidemment tout un tas de précautions, que ce soit évidemment dans la mise en œuvre, dans le pilotage, mais aussi dès la phase de conception et la phase d'entretien, de maintenance, de dépannage. Tout est très très cadré par un terme barbare qui s'appelle la navigabilité et qui se raccroche à des procédures qui existent dans le civil et qui garantissent une sécurité maximale dans l'emploi d'un aéronef et notamment du Panthère. S'il y a des jeunes qui nous regardent, qui veulent devenir pilotes, j'imagine qu'il y en a.
En gros, c'est quoi le cursus qu'il faut avoir aujourd'hui en 2026? Alors, il y a deux cursus principaux. On va essayer d'être très simple. Un cursus post-bac qui permet d'être officier sous contrat. Vous avez le bac, vous allez vous demander vous allez voir votre CIRPA et vous demander à être pilote dans l'aéronautique navale. On va vous diriger vers des sélections, des tests psychotechniques et des sélections en vol. Et ça vous permet d'être officier sous contrat, spécialité de pilote, d'avoir une carrière essentiellement de technicien pilote. Voilà, vous allez être officier et piloter tout le temps de votre contrat. Deuxième cursus, c'est le cursus passant par l'école navale et donc qui impose de passer par des classes préparatoires. L'école navale, c'est une école d'ingénieurs, donc on vous apprend à être officier généraliste, donc marin, ingénieur, militaire, officier qui est amené à servir sur un bateau, et vous vous spécialisez dans un deuxième temps pour devenir pilote. Ce cursus vous permet d'avoir des responsabilités plus rapidement et à terme de commander une unité comme celle que je commande, comme la flottille 36F. Et grâce à ce cursus, vous pouvez aussi dans une deuxième partie de carrière commander des bateaux, même si vous êtes pilote. C'est très intéressant. Donc il y a deux façons d'envisager les choses, selon les appétences des uns et des autres, et les capacités aussi intellectuelles forcément. D'accord. Dernière question. Aujourd'hui, ce matin, atterrissage à la place de Log, magnifique place de Log. Difficile ou facile? Rien n'est jamais facile en aéronautique, mais on a fait un gros travail de reconnaissance. On savait très bien à quoi ressemblait la place, donc on a préparé l'atterrissage. Et d'un point de vue technique, pas très difficile parce qu'on est entraîné à se poser dans des endroits très petits, que ce soit à terre ou évidemment en mer sur les frégates. On se pose sur des ponts de frégates qui sont très petits, donc voilà. Les obstacles ne nous font pas peur et on est un hélicoptère qui est relativement manœuvrant et facile à poser dans ce genre d'environnement. Et puis en plus, sous la bonne garde de Vercingétorix. Et oui, on a réussi à pas abîmer. Merci. Je vous en prie. Merci Arnaud. Merci. Les amis, après une journée riche en découvertes et en échanges, eh bien cet événement consacré aux 400 ans de la Marine nationale touche à sa fin. Cette célébration a permis au public de mieux comprendre les missions, les valeurs et l'histoire de cette institution qui accompagne la France depuis 4 siècles. Entre rencontres, animations et moments de partage, cette journée aura mis en lumière l'engagement des femmes et des hommes qui servent sous les couleurs de la marine. Un bel hommage à un patrimoine maritime exceptionnel et une occasion de rappeler l'importance du lien entre la nation et ses marins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager autour de vous et à soutenir ces belles initiatives locales.